Bonjour, bienvenue dans Mobility City pour le Malus VO. Ouais. TV. Ah oui, j'ai dit TV. Je suis en Smart TV, moi, en fait. Hein. C'est les Smart TV. C'est la côté rond. Ouais. Allez, c'est parti. C'est bien, on a le droit à l'erreur. Oui, parce que j'étais le premier et je démarre. À mon avis, Ouais. je crois que... Ouais. Allez, on repart. c'est parti. 5, 4, 3, 2. Bonjour, bienvenue dans Mobility TV aujourd'hui pour parler du Malus VO avec nos 4 invités qui sont ici. Honneur d'abord aux femmes. Alexandrine Breton, bonjour. Bonjour. Présidente de l'Argus, une petite entreprise qui vient de fêter ses 90 ans, c'est ça. Voilà, toute jeune entreprise. Agnès Vandeval, directrice VO chez Arval. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Guillaume Paoli, le cofondateur d'Aramis, une petite entreprise qui a maintenant 15 ans et qui fonctionne bien. Ça marche bien. Voilà, c'est ça qui marche très bien. On va en reparler dans un instant avec l'actionnaire PSA depuis maintenant quelques années. Et puis l'un des meilleurs spécialistes du VO qui a une connaissance de ce secteur, c'est Berislav Kovacevic qui est avec nous de Solutions VO. Bonjour Patrick. Alors nous allons parler évidemment du Malus VO, mais pas seulement parce qu'on a l'impression que c'est une véritable usine à gaz qui s'est mise en place ces derniers temps, ces dernières années. Pour commencer peut-être avec vous Berislav sur la présentation un petit peu de ce VO et de l'ensemble des taxes et des changements qui sont venus s'additionner au fil des semaines. En fait, le malus en tant que tel sur l'activité VO est beaucoup moins événementiel que sur l'activité VN. Sur l'activité VN, les grilles se durcissent fortement puisque 20-25% des modèles vont devenir éligibles au malus. Sur le VO, c'est un non-événement. Pour l'instant, on en est tout au début. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été votées par le gouvernement qui, elles, sont plus perturbantes. De la fiscalité sur les voitures de plus de 10 chevaux, même si c'est moins de 10% du marché. Et puis, des bonnes choses aussi, pragmatiques, qui sont liées à des primes de conversion qui touchent enfin. C'est la 5e prime à la case depuis 25-30 ans. Une prime à la conversion qui a enfin bénéficié et au VO et au diesel. Mais bon, on va en reparler, évidemment. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, le secteur du VO, on s'intéresse de nouveau, en quelque sorte, à travers des taxes, au secteur VO, peut-être. Alors je pense que ça correspond effectivement à une volonté forte gouvernementale dans le cadre du plan climat de rajeunir le parc VO. On l'a vu, notre parc VO en France a assez fortement vieilli. Dans les années 90, lors des précédentes primes à la casse, on avait un âge moyen du VO qui était de moins de 6 ans. Aujourd'hui, on a un âge moyen du VO de presque 9 ans. Donc on a un VO qui a vieilli, donc des VO plus polluants. Et donc pour cette problématique climat, rajeunir le parc et inciter et donner les moyens aux particuliers de renouveler ces véhicules les plus anciens, c'est une vraie politique gouvernementale. Et vous l'avez mentionné, Berislav, qui pour la première fois, je pense, est vraiment intéressante parce qu'elle adresse l'achat de véhicules neufs, mais elle adresse aussi l'achat de véhicules d'occasion. Voilà, c'est un signe. Et c'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté. En ça, c'est un signe assez fort. Est-ce que pour vous, Guillaume Paoli, c'est un sujet véritablement, le malus VO? Alors, pour le commerce, non, c'est pas un vrai sujet. Les difficultés qu'on a, nous, chaque année, c'est que les grilles changent en permanence. C'est annoncé 2-3 jours avant alors là, c'était 21 décembre, c'était un peu mieux. 2-3 jours avant la fin de l'année. Donc, en fait, c'est assez difficile, même pour les professionnels que nous sommes, d'y voir clair sur les différents étages. Donc, c'est assez complexe. La fiscalité liée à la voiture est assez complexe et surtout, elle change tout le temps, avec des effets de bord qui sont mal maîtrisés, les primes à la casse dont on a parlé, les bonus qui ont favorisé les diesels pendant des années, et maintenant on est sur l'inverse. On a découvert entre-temps que je mets des guillemets, c'est très ironique, que les diesels émettaient des particules fines. Et on vient maluser les diesels très fortement au moment où justement ceux-ci ne sont pas plus polluants que les voitures récentes. Donc il y a beaucoup d'incohérences. Pour être un peu positif, on peut dire, comme le disait tout à l'heure Berislav, que on a une mesure avec la prime de la conversion qui est quand même assez pragmatique, qui est pas dogmatique. On aurait pu attendre ça, pas du tout. Donc, j'ai envie de dire, ça va quand même plutôt dans le bon sens, mais il y a quand même une espèce de désordre, une complexité de cette grille fiscale qui est un peu dommageable à tout le monde. Alors, complexité pour les professionnels, c'est ce que vous avez dit, Alexandrine Breton.
complexité aussi pour le particulier, quoi. Moi d'abord, je me demande si le particulier est très au courant. Oui, déjà. c'est vrai. Parce que j'ai l'impression que, bon, nous, évidemment, en tant que professionnels, on suit l'actualité fiscale et on sait bien que, vous avez raison, la fin de l'année est toujours un moment où les choses changent et il faut s'y préparer. Mais moi, j'ai l'impression que j'entends les publicités à la radio, c'était journée portes ouvertes ce week-end. On est un peu dans la prime à la conversion, mais pas tellement quand même. Et évidemment, le malus, enfin VO, pour l'instant, est passé très inaperçu, je trouve. Oui. Voilà. Et moi, je me demande comment le particulier se retrouve dans cette espèce de... Moi, je crois qu'il préfère... il préfère les choses... Clairement, oui, Alexandrine a parfaitement raison. Guillaume l'a mis en avant. Moi, je vois tous les jours avec nos 3 autres consultants des commerciaux qui nous font part eux-mêmes de leur désarroi pour arriver à expliquer avec un peu de pédagogie quelle voiture aujourd'hui il faudrait acheter neuve ou d'occasion à la limite pour qu'elle soit a priori facile à revendre dans 3 ou 4 ans. Ce qui a changé dans la tête des clients, au-delà de la connaissance des grilles fiscales qu'ils ne maîtrisent absolument pas, c'est la préoccupation qu'ils ont de la revente. D'ailleurs, certains la fuient et foncent tête baissée dans les LOA, les LLD packagés, pour justement ne pas revoir leur voiture en fin de contrat au bout de 3 ans à revendre. Et là, ils préfèrent s'en laver les mains. Donc ça, c'est une tendance aussi. Je pense que la désorganisation fiscale fait aussi que ça porte la LOA en ce moment, sans compter évidemment la forte mainmise des valeurs résiduelles élevées, les loyers très bas qui aident également. Est-ce que ça peut permettre aussi peut-être de restructurer ce secteur du VO qui retrouve en quelque sorte des couleurs, quoi, peut-être? Je pense que pour le secteur du VO, d'avoir une prime à la casse qui pour la première fois porte sur l'achat d'un véhicule d'occasion, c'est aussi un message fort qui est porté. Pour cette complexité au niveau du particulier, Guillaume en a parlé précédemment. C'est vrai que la loi de finances, elle a été votée, détaillée très tard. On a attendu pratiquement les vacances de Noël pour savoir exactement quels étaient les critères d'éligibilité, tant sur la reprise des véhicules que sur les seuils imposables, pas imposables de primes, et que sur l'achat des véhicules sur lesquels ça allait porter. Donc Noël, c'est juste il y a 3 semaines. Pour une mise en application au 1er janvier. Donc autant on va dire que sur le véhicule neuf, les constructeurs étaient prêts, autant sur le véhicule d'occasion, on a attendu le dernier moment pour y voir clair dans le dispositif. Et ça prend du temps après à décliner parce qu'en plus c'est une nouveauté. C'est-à-dire que le véhicule neuf est armé à l'habitude, mais le véhicule d'occasion, dans une profession très éclatée, très diffuse, n'a pas du tout l'habitude de ces primes à la casse. Donc non seulement c'est le fait que la mesure a été détaillée de façon tardive, mais qu'elle s'applique à un secteur très éclaté et à des acteurs qui n'ont pas du tout l'habitude de faire les avances de trésorerie sur l'avance des primes, qui ne savent pas nécessairement quels sont les schémas d'application de la prime. Donc tout ça, ça prend du temps. Nous, ce qu'on note quand même, puisque chez Arval, on revend beaucoup à professionnels de l'automobile, et ces professionnels de l'automobile, beaucoup de marchands indépendants, nous remontent qu'ils ont de plus en plus de questions de la part des particuliers. Et que le particulier qui était en phase d'attentisme en décembre, sachant pas trop à quelle sauce la loi finance allait être boutiquée, commence à revenir vers les points de vente, parce qu'il se pose des questions, il n'a pas les réponses, mais déjà la première démarche est enclenchée, il revient vers les points de vente en disant « c'est quoi cette prime à la casse ?» Il pose la question auprès de professionnels qui se renseignent pour apporter les bonnes réponses. Ça veut dire qu'il y a eu une pause un peu, Alexandrine Breton, non? Je pense non, que... vous n'avez pas senti... Non, pas particulièrement, mais je pense qu'il y a surtout plusieurs marchés de l'occasion. Il y a le marché de l'occasion où Arval est présent auprès des professionnels, avec les occasions de moins de 4 ans. Puis après, il y a tout le marché entre particuliers. Et ça, c'est une autre affaire. C'est quand même, en France, le gros du marché est là. Les professionnels vendent un peu moins de 2 millions de voitures d'occasion. Sur les 6, donc il y a les 4 millions là, qui sont échangés et qui sont en partie, j'imagine, éligibles. Ouais. Et là, à mon avis, c'est la brasse coulée, je pense, non? Oui, complètement, il n'y a aucun dispositif. Et même chez les professionnels, j'ai de nombreux groupes qui nous disent qu'ils ne s'engageront pas sur la prime à la conversion peur. Je rebondis sur les propos d'Agnès, qui ne voudront pas avancer des délais de paiement de la part de l'État de 6 mois à 1 an, déjà constatés dans le passé, et qui diront en particulier non, je n'assume pas la prime à la conversion. Le besoin en fonds de roulement est un vrai... que sur les voitures neuves. Après, c'est un peu compliqué de dire à un particulier qu'on n'assume pas. Alors, nous,
on sait très bien qu'on sera remboursé par l'État. C'est vrai que c'est un petit peu long. Après, cette prime à la conversion, elle va dans le bon sens. Il ne faut pas attendre non plus une avalanche de commandes primées, puisque 1 000 €, c'est sur des voitures qui ont quand même une valeur résiduelle qui reste. Donc, ça ne concerne pas vraiment toutes les voitures. Hein. Donc, je pense que ce qu'on peut saluer, c'est que ça va dans le bon sens, qu'on s'intéresse enfin aux véhicules d'occasion. Puisque au lieu de soutenir les ventes de voitures neuves, là la priorité est différente, c'est-à-dire de sortir des voitures âgées du parc. Et on sait très bien qu'une voiture diesel qui a de 2004, elle peut polluer jusqu'à 200 fois plus qu'une voiture diesel neuve. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, il y a des progrès énormes qui ont été faits. Il y a des progrès énormes qui ont été faits. L'important, c'est de sortir ces vieilles voitures. Ça va pas être simple, hein, parce que le parc, on produit 2 millions 100 000, 2 millions de voitures neuves qui sont vendues par an, qui viennent s'empiler sur toutes les autres qui ont été vendues par le passé. Mais l'écrémage va arriver, quoi, probablement, non ? Alors, on espère. En même temps, le budget de l'État n'est pas énorme, parce qu'ils ont prévu sur 5 ans, sur cette prime à la conversion, de nettoyer le parc de 750 000 voitures. Sur un parc roulant de 32 millions, c'est quand même, c'est une goutte d'eau. Donc c'est un début. Si ça marche, peut-être qu'ils perdureront et qu'il y aura une 6e prime à la casse qui sera encore plus pragmatique, on peut le souhaiter en tout cas, parce que c'est vraiment le début. C'est vrai que les 4 premières primes à la casse ne touchaient que le VN. Oui, parce qu'on aime bien quand même créer des taxes. On va peut-être pas passer tout le débat, mais c'est vrai qu'il y a eu la taxe additionnelle qui est arrivée également sur les certificats d'immatriculation, quoi, Berislav, quoi. Oui, bon, je crois que l'addition des taxes en France, je crois que c'est une liste à la Prévert de 285 lignes. Notamment dans le secteur automobile, quand même. Donc, n'en jetez plus, la cour est pleine, mais bon, c'est vrai que l'automobiliste français est une belle vache à lait qui a l'habitude d'être très... ça ne freine pas les ardeurs et la volonté de développement autour de ce secteur du VO. Vous, par exemple, Aramis, vous y êtes mis depuis maintenant 7-8 ans, c'est ça, 2010. Pourquoi vous êtes venu là et quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Alors nous, on est venu à ce secteur... En fait, quand on regarde de façon lucide le marché, il se vend 2 millions de voitures neuves, mais dont 1 million seulement à particuliers. Le reste part chez nos confrères loueurs, l'État, les grandes entreprises. Donc finalement, sur 25 millions de ménages, il y en a 1 million par an qui achètent une voiture neuve, et à contrario, il y en a presque 6 qui achètent une voiture d'occasion. Donc pour les ménages, acheter une voiture, pour la grande majorité de nos compatriotes, c'est acheter une voiture d'occasion. Donc le marché est très important, avec des pratiques commerciales de la part des acteurs de la vente de véhicules d'occasion qui ne sont pas forcément toujours modernes ou d'une grande transparence, on va dire ça comme ça, pour être politiquement correct. Donc il y a beaucoup d'opportunités sur le marché, avec une anomalie en France qui est que 2 tiers, Alexandrine le disait, 2 tiers des transactions se font entre particuliers, ce qui est unique en Europe, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, c'est 50-50. Donc il y a beaucoup d'opportunités sur ce marché et il nous paraissait intéressant d'arriver avec des innovations, donc on a essayé d'en apporter un certain nombre. Oui. Donc nous, c'est clairement notre priorité de développement, puisqu'il y a moins de concurrence. En vous adressant à qui alors directement ? Nous, Aramis, nous on s'adresse aux particuliers en disant voilà, chez Aramis vous allez trouver des voitures neuves et des voitures d'occasion récentes, des voitures d'occasion moins récentes, toutes reconditionnées avec un certain nombre de garanties. Je veux dire sur l'ensemble des fournisseurs des véhicules qui vont rentrer en fait chez vous. Donc à peu près la moitié auprès de particuliers. On reprend des voitures aux particuliers qui on vend des voitures, on reprend des voitures également sans obligation d'achat depuis 2010. Et après, on s'approvisionne également auprès de concessionnaires, de loueurs longue durée, d'enchéristes et également de notre actionnaire PSA. Ouais. Les loueurs longue durée, Arval, vous sentez qu'il y a depuis quelque temps un nouveau frémissement autour de ce véhicule d'occasion ou pas ? Oui, on sent un renouvellement de l'intérêt de l'ensemble des acteurs pour le véhicule d'occasion, notamment des réseaux de distribution automobile, qui, on le voit, le fait que PSA ait fait une alliance avec Aramis, mais on le voit aussi au niveau de groupes de distribution qui rachètent des marchands indépendants ou qui investissent dans des plateformes Internet de revente des véhicules d'occasion. Pourquoi ? Pour les raisons qu'on a évoquées. Le marché du véhicule d'occasion, c'est presque 6 millions de transactions par an, et derrière, c'est un vecteur de fidélisation en après-vente. Donc non seulement c'est un relais de croissance par rapport à une activité VN qui peut être assez chaotique d'une année sur l'autre, c'est un relais de croissance et c'est un relais de fidélisation. Et c'est vrai que nous, sur la partie véhicule d'occasion, on a également chez Arval beaucoup investi, parce que le moment où on revend le véhicule d'occasion, c'est le moment où se fait la rentabilité du contrat.
On propose des solutions de mobilité pour le compte de nos clients professionnels, avec l'externalisation de l'ensemble des risques et l'externalisation des services associés, et notamment l'externalisation de la revente du véhicule d'occasion. Et le marché en termes de prix peut être assez volatile, donc on recommercialise pour le compte de nos clients les véhicules d'occasion et on porte le risque, et c'est d'autant plus important quand on a une transition énergétique en place. On dit le particulier est perdu, mais nos clients professionnels, pareil, peuvent être perdus dans le meilleur choix pour leurs conducteurs et pour leur flotte d'entreprise. Donc on apporte ce conseil et on apporte cette expertise pour la revente des véhicules d'occasion en essayant de minimiser les risques pour revendre les véhicules d'occasion dans les meilleures conditions. Oui, sur les prix, Alexandrine Breton, vous à l'Argus, est-ce que la restructuration et puis le fait que des professionnels viennent s'intéresser de nouveau au secteur, est-ce que ça relance un petit peu les prix, les tarifs, ça fait bouger un petit peu les choses ou pas? On verra ce que ça donne. Pour l'instant, la cote, quand elle est construite, elle est indépendante de tout ce que l'État choisit en matière de fiscalité. Et pourtant, c'est important quand même. Oui, mais ça dépend de la durée des choses. Et si dans 2 ans, ça change, est-ce qu'on va... Il y a la valeur intrinsèque de l'automobile et c'est ça qui nous intéresse. Par contre, on a des valeurs de marché où là, clairement, on observe ce qui se passe et je pense qu'on verra si ce qui est en place depuis le début du mois de janvier va créer, va impacter, va faire monter le prix des voitures d'occasion ou pas, finalement. Voilà. Et donc, il est évidemment trop tôt, là, on est le 25 janvier, je sais pas, il est trop tôt pour le dire, mais ça sera dans nos valeurs de marché et dans nos logiciels passe le prix des voitures vendues et donc on regardera ça avec beaucoup d'intérêt. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi au niveau européen, parce que quand on estime les valeurs de revente à la fin des contrats d'un véhicule d'occasion qui aura 4-5 ans, on va estimer le prix de revente, que le véhicule reste en France ou que le véhicule parte sur d'autres marchés, parce que les frontières sont vraiment sont pas du tout étanches. Et donc c'est l'ensemble de cette politique européenne qui va faire le prix du véhicule d'occasion. Aujourd'hui, par exemple, on exporte beaucoup en Espagne ou en Italie parce qu'il y a aussi un vrai appel d'air en Espagne et en Italie qui manque de véhicules d'occasion et qui importent des véhicules d'occasion de France pour satisfaire la demande locale de leur marché d'occasion. Et donc cette valeur de revente, elle prend en compte finalement l'ensemble des prix marchés des différents pays nationaux. Oui. Est-ce qu'il y a eu un impact aussi direct sur le diesel, sur les prix et sur la difficulté peut-être d'écouler on a vu plutôt l'essence revenir au prix du diesel. La différence qui existe dans le neuf, en occasion, se rejoignait. Voilà, on a vu plutôt le prix de l'essence remonter vers le prix du diesel. Et le prix du diesel reste plus ou moins stable quand même. Il n'y a pas eu une espèce de chute, bien qu'on soit passé du tout diesel à tout essence. On n'a pas tellement vu ça quand même. Ce qui soutient le diesel aujourd'hui en termes de prix de revente, c'est le fait que l'offre, elle n'est pas encore là. C'est-à-dire que le marché du VO, c'est pas comme le marché du VN. Le particulier achète l'offre qu'on lui présente, le propose. Or, quand on achète un véhicule de 4 ans, il y a quand même beaucoup pas tant que ça. Les VO d'aujourd'hui, c'est les VN d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on était à 68, 70, 73%. Donc en fait, beaucoup de clients veulent des essences, mais il n'y en a pas. Donc effectivement, comme Alexandrine disait, ça fait monter les prix des essences. Ça allonge la rotation des voitures diesel. Donc les prix, c'est vrai, ne s'effondrent pas, mais ils s'effritent et ça allonge la rotation. Mais bon. Oui, on a noté les 5 à 10 jours de transactions supplémentaires, un peu de repricing dynamique chez certains pros, mais globalement, il n'y a pas du tout un effondrement des prix sur le diesel. Il y a un peu plus de tendance essence, mais les voitures n'existent pas et on ne peut pas les fabriquer. Oui, et puis c'est vrai, comme vous le disiez, Agnès Van de Waal, il y a aussi l'international. Chez vous, Armis, c'est important ou pas? Nous, on est présent en Espagne également. Il y a effectivement, comme le disait Agnès, il y a un appel d'air, puisque il y a 4 ans, le marché VN en Espagne était catastrophique. On est descendu, je crois, à 600 000 voitures, ou vraiment un chiffre très très bas. Donc ils sont plutôt en recherche de voitures d'occasion un peu âgées.
Mais bon, les transactions inter-européennes, le marché n'est pas étanche, mais il y a quand même cette fiscalité, parce qu'on a notre fiscalité ici, mais il y a d'autres fiscalités écologiques dans d'autres pays, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver parfois. Les flux intracommunautaires ne sont pas très très importants en Europe, quoi qu'on en dise. Il y a la barrière des TVA, des fiscalités, il y a la problématique de l'état des véhicules, il y a la problématique aussi de la fiabilité des différents acheteurs et fournisseurs. Ça met quand même des freins. Il y a de nombreux professionnels qui ne sont pas équipés par exemple. Alors ça met des freins sur les transactions de professionnels à particuliers, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'adresser quand on est professionnel français en particulier en Allemagne. Avec le blocage des cartes grises en Par préfecture. contre, la distribution automobile, c'est organisé. C'est-à-dire que nous, on a une filiale Arval Trading qui est spécialisée dans les reventes à professionnels de l'automobile dans l'ensemble des pays en Europe. Donc, ils revendent dans 30 pays en Europe. Et vous avez beaucoup d'acteurs de la distribution automobile qui sont spécialisés dans l'import de véhicules, qui attendent de leurs fournisseurs comme Arval un certain nombre de services qui sont apportés pour faciliter, proposer des services de transport, des services pour fournir l'ensemble des formalités administratives, certificats de conformité, etc., etc. Et par la distribution automobile, ce marché européen s'organise. Donc, de professionnels à particuliers au niveau européen, c'est compliqué. Par contre, de professionnel à professionnel avec des transactions hors taxes qui, derrière, revendent TTC localement à particuliers, là, on a un marché qui commence à être bien organisé. On a l'impression quand même, en vous écoutant, nous sommes ensemble depuis maintenant quasiment 20 minutes, que ce secteur a retrouvé une certaine dynamique et il s'organise dans son réseau de vente, de distribution sur le secteur du VO. Je me trompe ou pas? Tout à fait. Moi, je crois que les professionnels ont envie de reprendre la main et ont envie de profiter de revenir dans une... Au centre du jeu, quoi. Oui, non, mais surtout dans une réalité européenne. On est dans une exception aujourd'hui en France et les professionnels ont envie de vendre davantage de voitures dans un domaine qui est leur chasse gardée et donc qui n'est pas contraint par les constructeurs. Et ils ont laissé filer un peu les choses ces dernières années et maintenant ils veulent reprendre la main et ils voient bien que c'est un terrain où ils peuvent s'exprimer. S'ils récupèrent ne serait-ce que la part de marché moyenne qu'évoquait Alexandrine en Europe, c'est 1 million de voitures de plus pour les professionnels. C'est énorme. Pour 25 000 pros, oui, ça peut donner de l'emploi, du travail, de la marge, de la rentabilité, du chiffre d'affaires, c'est assez exceptionnel. On ne pourra pas aller chercher ce million de voitures au véhicule neuf. Au véhicule neuf, oui. Guillaume Paoli, en conclusion, vous aussi, c'est un secteur pour vous qui est en expansion. En tout cas, il y a un potentiel formidable autour du VO. Oui, parce que pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que c'est un marché sur lequel il y a des pratiques commerciales qui sont encore un peu archaïque. Alors c'est vrai que beaucoup de groupes de distribution se professionnalisent, créent des plateformes internet et tout ça, ça va dans le bon sens pour donner confiance au consommateur qui après fera son choix. Oui, même chose du côté d'Arval. Oui, même chose. On sent globalement une professionnalisation du marché, un intérêt accru pour le véhicule d'occasion, tant de la part des acteurs que du gouvernement. Et même si tout ça se fait progressivement, ça reste encore pas nécessairement tout à fait lisible, ça va vraiment dans le bon sens. Oui. Berislav. Le Far West est devant nous, il faut le conquérir. Le Far West est devant nous, c'est une très bonne conclusion de cette table ronde autour du malus VO. On le voit, il y a des perspectives. C'est vrai qu'il faut être capable de se retrouver dans ce qui est parfois considéré comme une usine à gaz sur l'ensemble en fait, des taxes qui ont été mises en place. Mais l'année 2018 pour le VO s'annonce en tout cas plutôt prometteuse. Merci à tous.